Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler, on va faire une pause sur les tueurs en série. On va s'intéresser un peu plus aux effets spéciaux. Donc, on va parler de stop motion. La stop motion, c'est une technique qui est vieille comme le monde. Donc, la stop motion, c'est une technique de réalisation de films d'animation dans laquelle les objets sont manipulés physiquement par petits incréments entre les images photographiées individuellement, de sorte qu'ils semblent présenter un mouvement ou un changement indépendant lorsque la série d'images est lue, en sachant qu'un film tourne à 24 images par seconde. Tout type d'objet peut être ainsi animé, mais les marionnettes à articulation mobile, animation de marionnettes, ou les figurines en pâte à modeler, animation d'argile ou claymation, sont les plus couramment utilisées. Les marionnettes, les modèles ou les figurines en argile, construits autour de l'armature, sont utilisés dans l'animation de modèles. Le stop motion avec des acteurs vivants est appelé aussi pixelisation. Le stop motion de matériaux plats tels que le papier, le tissu ou les photographies était généralement appelé animation de découpage ou cut-out animation. Donc, historiquement, de 1849 à 1895, avant le cinéma, le début de l'histoire de l'animation, avant l'avènement de la chronophotographie en 1878, un petit nombre de séquences d'images étaient photographiées avec des sujets dans des poses distinctes. On peut maintenant les considérer comme une forme de stop motion ou de pixelisation, mais très peu de résultats étaient destinés à être animés. Jusqu'à ce que la pellicule celluloïde soit créée en 1888 et devienne la norme pour l'image en mouvement. L'animation ne pouvait être présentée au moyen que de mécanismes tels que le zootrope. En 1849, Joseph Plateau a publié une note sur les améliorations apportées à son fantascope, alias phénakinétoscope. Une grande variante translucide offrait une meilleure qualité d'image et pouvait être regardée avec deux yeux par plusieurs personnes en même temps. Plateau a déclaré que l'illusion pouvait être poussée encore plus loin grâce à une idée qui lui avait été communiquée par Charles Weston. Une combinaison du fantastique et du stéréoscopique de Weston. Plateau pensait que la construction d'un ensemble séquentiel de paires d'images stéréoscopiques serait la partie la plus difficile du plan d'adaptation des deux copies de son fantascope amélioré pour être équipé d'un stéréoscope. Alors le stéréoscope, en fait, c'est l'ancêtre de la 3D en relief que vous avez maintenant au cinéma avec les lunettes quand vous allez voir un film. Whetstone avait suggéré d'utiliser des photographies sur papier d'un objet solide, par exemple une statuette. Plateau conclut qu'à cette fin, 16 modèles en plâtre pouvaient être réalisés avec 16 modifications régulières. Il pensait qu'un tel projet demandait beaucoup de temps et d'efforts, mais qu'il en vaudrait la peine en raison des merveilleux résultats attendus. Malheureusement, le projet ne fut jamais exécuté, peut-être parce que Plateau était alors était complètement aveugle, pratiquement complètement aveugle. En 1852, Jules Dubosc a breveté un disque stroboscopique, le stéréoscope fantascope ou bioscope. Le seul disque existant connu contient des paires de photographies stéréoscopiques de différentes phases de mouvement d'une machine. En raison des longtemps d'exposition nécessaires pour capturer une image avec les émulsions photographiques de l'époque, la séquence ne pouvait pas être enregistrée en direct et a dû être assemblée à partir de photographies séparées de différentes positions de la machine. En 1855, Johann Nepomuk Cermak a publié un article sur son stéréophotoscope et d'autres expériences visant à produire des images stéréoscopiques en mouvement. Il mentionne une méthode consistant à planter des aiguilles dans un disque stroboscopique de manière à donner l'impression qu'une aiguille est poussée dans
et hors du carton lors de l'animation. Il s'est rendu compte que cette méthode offrait des possibilités pratiquement infinies pour réaliser différentes animations 3D. Il a ensuite présenté deux méthodes pour animer des paires d'images stéréoscopiques. L'une étant essentiellement une visionneuse stéréo utilisant deux disques stroboscopiques et l'autre étant plus ou moins similaire aux zootropes. Zermatt a expliqué comment des photographies stéréoscopiques appropriées pouvaient être réalisées en enregistrant une série de modèles, par exemple, pour animer une pyramide en croissance. Le 27 juillet 1860, Peter Hubert Devine a reçu le brevet britannique numéro 537 pour 28 variantes monoculaires et stéréoscopiques d'appareils stroboscopiques cylindriques, tout comme le zootrope ultérieur. Le mimoscope de Devine a reçu une mention honorable pour l'ingéniosité de sa construction lors de l'exposition internationale de 1862 à Londres. Devine y a utilisé le modèle des insectes et d'autres objets au lieu d'images avec un succès parfait. En 1874, Jules Jensen a réalisé plusieurs disques d'essai pour l'enregistrement du passage de Vénus avec son fusil photographique, bien que les enregistrements réels du passage de Vénus n'ont pas pu être retrouvés. Certains disques d'essai ont survécu et les images de l'un d'entre eux ont été transformées en un court film des décennies après le développement de la cinématographie. En 1887, Étienne Jules Marey a créé un grand zootrope avec une série de modèles en plâtre basés sur des chronophotographies d'oiseaux en vol. Entre 1895 et 1928, c'est l'ère du cinéma muet. On estime que 80 à 90% de tous les films muets sont perdus. Les catalogues de films contemporains, les critiques et autres documents peuvent fournir quelques détails sur les films perdus, mais ce type de documentation est également incomplet et souvent insuffisant pour dater correctement tous les films existants ou même les identifier. Si les titres originaux sont manquants, il est encore plus difficile de retrouver la trace d'un éventuel stop motion dans les films perdus. Le principe de l'animation et des autres effets spéciaux était le plus souvent tenu secret, non seulement pour empêcher l'utilisation de ces techniques par les concurrents, mais aussi pour que le public reste intéressé par le mystère des tours de magie. Le stop motion était étroitement lié au stop trick, dans lequel la caméra est temporairement arrêtée pendant l'enregistrement d'une scène pour créer un changement avant de continuer à filmer, ou pour lequel la cause du changement est supprimée du film. Dans le film qui en résulte, le changement sera soudain et la cause logique du changement sera mystérieusement absente ou remplacée par une fausse cause suggérée dans la scène. L'exemple le plus ancien est celui de la décapitation dans le film de l'exécution de Mary Stuart en 1895, que j'avais déjà évoqué dans un précédent podcast, de la Edison Manufacturing Company. La technique du stop motion a pu être interprétée comme l'application répétée du trucage. En 1917, la pionnière de l'animation en argile, Helena Smith Dayton, a qualifié le principe de son travail de stop action, un synonyme de stop motion. Le pionnier français du film à trucage Georges Méliès a prétendu avoir inventé le stop trick et l'a popularisé en utilisant le nom de ses courts-métrages. Il aurait aussi utilisé l'animation en stop motion en 1899 pour produire des formes de lettres en mouvement. Julienne Mathieu, dans une scène de stop motion pixelation de l'hôtel électrique en 1908, le cinéaste espagnol Segundo de Chomón a réalisé de nombreux films de trucage en France pour Pathé. Il a souvent été comparé à Georges Méliès, car il a également réalisé de nombreux films fantastiques avec des trucages et autres illusions, aidé par sa femme Julienne Mathieu.
En 1906, Chaumont utilisait l'animation en stop motion. Le théâtre de Bob, avril 1906, présente plus de 3 minutes d'animation image par image avec des poupées ou des objets pour représenter un théâtre automatisé fictif appartenant à Bob. Joué par un enfant acteur en chair et en os, il s'agit bien du plus ancien film existant avec une animation image par image avec une date de sortie précise. Le cauchemar du sculpteur en 1908. Durée 9 minutes 10. Le film Sculpteur moderne de Segundo de Chaumont est sorti le 31 janvier 1908 et présente des tas d'argile se moulant en sculpture détaillée capable de mouvements mineurs. La sculpture finale représente une vieille femme et se promène avant d'être ramassée, écrasée et moulée à nouveau en une vieille dame assise. On a aussi Edwin S. Porter et Wallace McCutcheon, Senior. Edwin S. Porter, pionnier du cinéma américain, a filmé à une seule fois un film de sculpture éclair avec un boulanger moulant des visages à partir de morceaux de pâte dans Fun in Bakery Shop en 1902, considéré comme une préfiguration de l'animation en argile. En 1905, Porter montre des lettres animées, une animation très simple de 2 mains découpées dans les intertitres de How Jones Lost His Soul. Porter a expérimenté un peu d'animation grossière en stop motion dans son film à trucage Dream of a Rabbit Friend en 1906. The Teddy Bears du 2 mars 1907, réalisé en collaboration avec Wallace McCutcheon, dont on a parlé plus haut, montre principalement des personnes déguisées en ours, mais le court-métrage comporte également un court segment en stop motion avec des petits ours en peluche. Le 15 février 1908, Porter sort le film à trucage A Sculptor Welsh Rabbit Dream, qui met en scène de l'argile se moulant elle-même en 3 bustes complets. Aucune copie du film n'a encore été retrouvée. Il a été rapidement suivi par le film similaire existant, The Sculptor Nightmare, du 6 mai 1908, de Wallace McCutcheon. On a aussi G. Stuart Blackton, The Haunted Hotel, du 23 février 1907, de M. Blackton, présente une combinaison d'actions réelles, d'effets spéciaux et d'animation en stop motion de plusieurs objets, d'une marionnette et d'une maquette de grand hôtel hanté. Ce fut le premier film en stop motion à être apprécié à grande échelle. Un gros plan d'une table qui se met en place toute seule, a particulièrement déconcerté les spectateurs. Il n'y avait aucun fil visible ou tout autre trucage connu. Cela a inspiré d'autres cinéastes, dont l'animateur français Émile Cohl et Segundo de Chaumont. Et d'ailleurs, de Chaumont sortira en 1908 des films similaires, The House of Ghosts et Hotel Electrico. Ce dernier contenant également une partie de la toute première pixelisation. The Humpty Dumpty Circus de 1908, considéré comme perdu de Blackton et de son partenaire britanno-américain de Vitagraph Albert E. Smith, montre une représentation animée de personnages d'un jeu de jouets en bois très populaire. Smith affirmera plus tard qu'il s'agit du premier film en stop motion en Amérique. L'inspiration serait venue en voyant comme les bouffées de fumée se comportaient lors des enregistrements interrompus pour un film en stop motion qu'il était en train de réaliser. Smith aurait suggéré d'obtenir un brevet pour cette technique, mais Blackton pensait que ce n'était pas si important. Les souvenirs de Smith ne sont pas considérés comme très fiables. Émile Cohl. Japon de Fantasy d'Émile Cohl en 1907, durée 59 secondes. The Haunted
Hotel of Blackton fait forte impression à Paris, où il sort sous le titre L'Hôtel hanté, fantasmagorie épouvantable. Lorsque Gaumont a acheté une copie pour poursuivre la distribution du film, elle avait été soigneusement étudiée par certains cinéastes pour savoir comment elle avait été réalisée. Peu de temps après, Cole sort son premier film, Japon de fantasy, en juin 1907, dans lequel il utilise la technique de l'arrêt sur image avec beaucoup d'imagination. Il a été suivi par le révolutionnaire Fantasmagorie du 17 août 1908, dessiné à la main, et de nombreux autres films d'animation de Cole. Parmi les autres films de stop-motion de Cole, citons Les Allumettes animées en 1908, Mobilier fidèle en 1910, en collaboration avec Romeo Bozzetti. Mobilier fidèle est souvent confondu avec le tour de force d'animation d'objets de Bozzetti. Le garde-meuble automatique de 1912, les deux films mettant en scène des meubles qui se déplacent tout seuls. On a aussi Arthur Melbourne Cooper. Sur les plus de 300 courts-métrages produits entre 1896 et 1915 par le pionnier du cinéma britannique Arthur Melbourne Cooper, on estime que 36 contenaient des formes d'animation sur la base de rapports ultérieurs de Melbourne Cooper et de sa fille Audrey Wadowska. Certains pensent que Matches, un appel de Cooper, ont été produits en 1899 et qu'il s'agit donc de la toute première animation en stop motion. Le film en noir et blanc, qui existe encore, montre un personnage en allumette qui écrit un appel pour faire un don d'une guinée pour lequel Bryant aimait fournir aux soldats suffisamment d'allumettes. On ne connaît pas de document d'archives qui pourrait prouver que le film a bien été créé en 1899. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, pour prouver que le film a bien été créé en 1899, Boer, d'autres le situent en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Cooper a créé d'autres scènes d'allumettes animées dans le même cadre. On pense qu'ils ont également été produits en 1899, tandis qu'une date de sortie de 1908 a été également donnée. Le film Animated Matches de 1908 d'Emile Cole peut avoir davantage de confusion quant aux sorties des animations d'allumettes de Cooper. Cela soulève également la question de savoir si Cole a pu être inspiré par Melbourne Cooper ou vice-versa. Les images perdues de Melbourne Cooper, Dolly's Toys en 1901 et The Enchanted Toymaker en 1904, pour avoir comporté des animations en stop motion. Dreams of Toyland en 1908 comporte une scène avec de nombreux jeux animés qui durent environ 3 minutes et demie. On a aussi Alexandre Cheraïev. Pour planifier des spectacles, le danseur de ballet et chorégraphe Alexander Cheraïev a commencé à fabriquer des marionnettes d'environ 20 à 25 cm de haut en papier mâché sur des châssis en fil de fer. Il a ensuite esquissé dans tous les mouvements séquentiels sur papier et lorsqu'il est disposé verticalement sur une longue bande, il était possible de faire une présentation de la danse complète avec un projecteur de home cinéma. Plus tard, il a acheté une caméra de cinéma entre 1905 et 1909 et il a réalisé un nombre de courts-métrages dont les animations de marionnettes. En tant que danseur et chorégraphe, Cheraïev aurait un talent particulier pour créer du mouvement dans ses films d'animation. Selon l'animateur Peter Lord, son travail était en avance de plusieurs décennies sur son temps. Une partie du travail d'animation de Cheraïev est présente dans le documentaire de Viktor Bogatchov. Alexander Cheraïev, A Beheaded Fighter, qui a été réédité en 2003. Attendez, j'ai des petits problèmes de vue, voilà. Vladimir Chovzik,
donc la période russe. Le Polonais russe Władysław Starowicz, 1882-1965, a commencé sa carrière cinématographique vers 1909 à Kaunas, en filmant des insectes vivants. Il voulait documenter des scarabées en rut, mais les créatures ne se coopéraient pas ou mouraient même sous les lampes lumineuses nécessaires au tournage. Il a résolu le problème en utilisant du fil d'affaires pour le membre des scarabées séchés, puis en les animant en stop motion. Le court-métrage, qui en résultait d'une durée présumée d'1 minute, portait probablement le titre du nom latin de l'espèce, Lucanus cervus, en 1910, considéré comme perdu. La belle Leucanide de Starvitch, en 1912, a une durée de 10 minutes 21. Après s'être installé à Moscou, Starvitch a continué à animer des insectes morts, mais désormais en tant que personnage d'histoire imaginative d'une grande complexité dramatique. Ces courts-métrages lui ont valu une grande attention et une reconnaissance internationale, notamment le film de 10 minutes, The Beautiful Leucanida, du 3 mars 1912, le film de 2 minutes, Happy Scene from Animal Life, et le film de 12 minutes, La vengeance du caméraman, de 1912, et le film de 5 minutes, La sauterelle et la fourmi, en 1913. Il semblerait que de nombreux spectateurs aient été impressionnés par tout ce qui pouvait être réalisé avec des insectes dressés, ou du moins se sont demandé quelles astuces avaient pu être utilisées, car peu de gens connaissaient les secrets d'animation image par image. Le Noël des insectes, en 1913, présentait d'autres marionnettes animées, dont le Père Noël et une grenouille. Starvitch a réalisé plusieurs autres films en stop-motion au cours des 2 années suivantes, mais il a surtout continué à réaliser des courts-métrages et des longs-métrages en prise de vue réelle avant de fuir la Russie en 1918. Fuir de la Russie en 1918. Alors, attendez, excusez-moi. Les premiers films de Willis O'Brien, qui ont duré de 14 secondes, et le dinosaure et le chaînon manquant, en 1915, d'une durée de 6 minutes 13, extrait du Monde perdu de 1925, animation par Willis O'Brien. Le premier film en stop motion de Willis O'Brien est Le dinosaure et le lien manquant, une histoire préhistorique de 1915. Outre le dinosaure et le singe, chaînon manquant, le film mettait en scène plusieurs hommes des cavernes et une caille du désert, ressemblant à une autruche, tous ces modèles relativement réalistes en argile. Ce film a donné lieu à une série de courtes comédies animées sur le thème de la préhistoire pour la Edison Company, notamment Prehistoric Poultry en 1916, RFD, 10 000 avant Jésus-Christ en 1917 et la naissance de Fliver en 1917, et Curious Pets of Ancestors en 1917 toujours. O'Brien est ensuite engagé par le producteur Herbert McDowell pour réaliser et créer des effets, coécrire et partager la vedette avec lui pour The Ghost of the Slumber Mountain en 1918. Ce film de collaboration combinait des scènes réelles et des modèles de dinosaures animés dans un film de 45 minutes. Mais après la première, il a été réduit à environ 12 minutes. Dolé n'a pas été crédité, O'Brien, pour les effets visuels et a revendiqué le processus d'animation comme sa propre invention, allant même jusqu'à déposer des brevets. Le travail de O'Brien en stop motion a été reconnu comme toutes les technologies permettant de créer des aventures plus ou moins vraies, telles que la nature pour les films d'envergure. O'Brien eut le pionnier de cette technique avec des séquences animées de dinosaures
pour le film en prise de vue réelle Le Monde perdu en 1925. Helena Smith Dayton, image fixe pour Battle of Studs et autres films d'Helena Smith Dayton en 1917. L'artiste new-yorkais Helena Smith Dayton peut être la femme animatrice a connu le plus grand succès avec ses statuettes en argile qu'Ariclatype avant de commencer à expérimenter l'animation en argile. Certains des premiers courts-métrages qu'elle a réalisés et projetés le 25 mars 1917. Elle a sorti une adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare environ 6 mois plus tard. Bien que les films et sa technique aient fait l'objet d'une grande attention de la part de la presse, il semble qu'elle n'ait pas contribué à faire des films à son retour à New York, après avoir dirigé un YMCA à Paris vers 1918. Aucun de ces films n'a fait encore surface, mais les articles de magazines existants ont fourni plusieurs photos et environ 20 images mal imprimées de 2 bandes de films en 1943. Starevich à Paris. En 1920, Starevich s'est installé à Paris et a commencé à réaliser de nouveaux films en stop motion. Dans les griffes de l'araignée, terminé en 1920, sorti en 1924, met en scène des marionnettes détaillées fabriquées à la main qui peuvent exprimer des expressions faciales en bougeant les lèvres et les paupières. Autre film d'animation muet. L'un des premiers films d'animation en argile est Modeling Extraordinary, qui a impressionné le public en 1912. Le premier long-métrage italien, Cabiria, en 1914, présentait certaines techniques de stop-motion. Années 30 et 40. Starevich a terminé le premier long-métrage en stop-motion, Le roman de renard, en 1930, mais des problèmes de bande sonore ont retardé sa sortie. En 1937, il est sorti avec une bande sonore allemande et en 1941 avec sa bande sonore française. Le cinéaste américain d'origine hongroise, George Pal, a mis au point sa propre technique de stop-motion qui consiste à remplacer des poupées en bois ou des parties de celles-ci par des personnages similaires affichant des poses ou expressions différentes. Il l'a appelé Pat Doll et l'a utilisé pour ses films Puppet Towns depuis 1932. La méthode particulière d'animation de remplacement elle-même est également devenue plus connue sous le nom de Puppet Town. En Europe, il travaillait principalement sur des films promotionnels pour des entreprises telles que Philips. Plus tard, Pal a connu un grand succès à Hollywood avec une série de courts-métrages d'animation récompensés par un Academy Awards, dont Rhythm of the Rings en 1941, Tulip Shall Grow en 1942, Jasper and the Haunted House, toujours en 1942, le film du Dr Seuss, Les 500 chapeaux de Bartholomew Cubbing en 1943, and the Thing That I Saw on the Mulberry Street en 1944. Jasper and the Bench School en 1945. John Henry and the Inky Pooh en 1946. Jasper and Jam en 1946 toujours. Et Tubby the Tuba en 1947. Nombre de ces films sont des marionnettes ont été sélectionnés pour être conservés dans le National Film Registry aux États-Unis. L'animation expressive et émotionnellement convaincante du Grand Singe de King Kong de 1933 par Willis O'Brien est largement considérée comme un jalon de l'animation image par image et un moment fort du cinéma hollywoodien en général. Un film promotionnel de 1940 pour Autolite, un fournisseur de pièces détachées automobiles, présentait une animation en stop-motion de ses produits défilant devant les usines Autolite sur l'air de la marche militaire de Franz Schubert. Une version abrégée de cette séquence a été utilisée plus tard dans les publicités télévisées pour Autolite, notamment pour celle de l'émission à suspense de CBS dans les années 1950, sponsorisée par Autolite.
Le premier film d'animation britannique est le film d'instruction en stop-motion Handling Sheep en 1945, réalisé par Alas et Batchelor pour l'Amirauté britannique. Il n'était pas destiné au cinéma grand public, mais fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 1946. Le premier film d'animation belge est une adaptation de la bande dessinée de Tintin au crabe d'or, aux pinces d'or, de 1947 avec des marionnettes animées. Le premier long métrage d'animation tchèque est un film d'ensemble, l'année tchèque, 1947, avec des marionnettes animées de Jindřich Trnka. Le film a remporté plusieurs prix au Festival du film de Venise et d'autres festivals internationaux. Trnka réalisera plusieurs longs métrages primés en stop motion, notamment Le Rossignol de l'Empereur en 1949, La princesse Baïaïa en 1950, La vieille légende tchèque en 1953 ou Le songe d'une nuit d'été en 1959. Il a également réalisé de nombreux courts-métrages et expérimenté d'autres formes d'animation. Goombasien en 1955 par Art Cockley a une durée de 3 minutes 09. Ray Harryhausen, un des pères et fondateur de la stop-motion, a appris sous la direction d'O'Brien sur le film Mighty Joe Young de 1949. Harryhausen créera ensuite de nombreux effets d'animation mémorables pour une série de films fantastiques à succès au cours des 3 décennies suivantes. Parmi eux, citons la Bête des 20 000 brasses en 1953, Il est venu du fond de la mer en 1955, le fameux Jason et les Argonautes de 1963, Le Voyage d'or de Simbad en 1973 et Le Choc des Titans en 1981. Il a fallu attendre 1954 pour qu'un long métrage d'animation, utilisant une technique autre que l'animation, soit produit aux États-Unis. Le premier fut l'adaptation en stop-motion de l'opéra Hansel et Gretel du compositeur Engelbert Humperdinck sous le titre Hansel et Gretel, un opéra fantasy. En 1955, Karel Zeman réalise son premier long-métrage, Journey of the Beginning of Times, inspiré de Jules Verne, qui met en scène des dinosaures et autres créatures préhistoriques en animation ou image par image. Art Cockley a commencé ses aventures dans l'argile avec un court-métrage libre intitulé Goombasien en 1955, qui l'a propulsé peu après dans la production de sa série télévisée plus structurée Gumby entre 1955 et 1989, avec le personnage emblématique du titre. En partenariat avec l'Église luthérienne unie d'Amérique, il a également produit David et Goliath entre 1960 et 2004. Le long-métrage Gumby, The Movie, sorti en 1995, a été un échec au box-office. Le 22 novembre 1959, le premier épisode de Undersea Sound Machine, notre petit marchand de sable, a été diffusé sur DFF, une télévision est-allemande. Cette émission quotidienne de 10 minutes destinée aux jeunes enfants met en scène le personnage sous d'autres formes de marionnettes animées ainsi que d'autres marionnettes dans différents segments. Une série Soundmachine très similaire, peut-être conçue plus tôt, a été diffusée sur la télévision ouest-allemande du 1er décembre 1959 jusqu'à la réunification de l'Allemagne en 1989. La série est-allemande a été poursuivie sur d'autres réseaux allemands lorsque DFF a cessé ses activités en 1991. Et c'est l'une des séries animées les plus anciennes au monde. Le long-métrage Das Sandmädchen, Abenteuer in Traumland, en 2010, a entièrement été animé avec des matériels en stop-motion. Les années 60 et 70. Pat et Matt, 2 voisins inventifs mais maladroits, ont représenté en 1976
ont été présentés en 1976, tandis que le premier épisode télévisé Tapeti, traduit par Papier Peint, a été produit en 1979 pour CAT Bratislava. L'animateur de marionnettes japonais Tadaito Mochinonaga a débuté comme assistant animateur dans les courts-métrages d'anime Propagande, Hari-chan en 1941 et Momotaro no Imowachi en 1943. Il a fui au Manchukuo pendant la guerre et est resté en Chine par la suite. En raison de la rareté de la peinture et des pellicules peu après la guerre, Mochinaga a décidé de travailler avec des marionnettes en stop motion. Son travail a contribué à populariser l'animation de marionnettes en Chine avant qu'il ne retourne au Japon vers les années 1953, où il a continué à travailler comme directeur d'animation. Dans les années 1960, Mochinonaga a supervisé l'animation des marionnettes Animagic pour les productions de Videocraft International d'Arthur Rankin Jr. et Jules Bass, plus tard appelé Rankin Bass Productions Incorporated et Dentsu, en commençant par la série télévisée syndiquée The New Adventure of Pinocchio entre 1960 et 1961, la série télévisée de Noël Rudolph, The Red-Nosed Reindeer, est diffusée chaque année depuis 1964 et est devenue l'une des émissions spéciales de Noël les plus appréciées aux États-Unis. Ils ont réalisé 3 longs métrages, Willie McBean and His Magic Machine en 1965, The Daydreamer en 1966, Stop Motion, et Mad Monster Party en 1966, sorti en 1967, ainsi que le spécial télévisé Ballad of the Smoky Bears en 1966. Avant la fin de leur collaboration, Rankin Bass a travaillé avec d'autres animateurs pour d'autres émissions spéciales avec des titres tels que Little Drummer Boy en 68, Santa Claus is Coming to Town en 70 et Here Comes Peter Cottontail en 71. La télévision britannique a diffusé de nombreuses séries en stop-motion pour les jeunes enfants depuis les années 1960. Un des premiers exemples est Snip and Snap en 1960 et 1961 de John Hallas en collaboration avec le sculpteur papier danois Thor Sondergaard Tokien, mettant en scène le chien Snap découpé dans une feuille de papier par la paire de ciseaux Snip. Outre leur série d'animation découpée, le studio britannique Small Film, avec Peter Finlay et Olivier Postgate, a produit plusieurs séries en stop motion avec des marionnettes. A commencé avec Pig Wings entre 1961 et 1965, mettant en scène des oiseaux ressemblant à des pingouins tricotés par Joanne, la femme de Peter, et filmés dans leur ferme, où la plupart de leurs productions étaient tournées dans une grange inutilisée. Il a été suivi par Pugglewood en 67, Clanger en 72 et 74, repris en 2015, Backpuss en 74 et Totty The Story of a Dollhouse en 1984. Le cinéaste surréaliste tchèque Jan Svankmajer a sorti ses courts-métrages artistiques depuis 1964 qui contiennent également beaucoup de stop-motion expérimentaux. Il a commencé à obtenir une reconnaissance internationale dans les années 1980. Depuis 1988, il réalise surtout des longs-métrages qui comportent beaucoup plus d'actions réelles que des mouvements d'arrêt. Parmi ceux-ci, citons Alice, une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, et Faust, une interprétation de la légende de l'érudit allemand. L'œuvre de Svankmajer a une grande influence sur d'autres artistes tels que Terry Gilliam et les frères Kay, bien que ces derniers affirment n'avoir découvert le film de Zandvoort qu'après avoir développé leur propre style similaire.
L'animateur français Serge Dano a créé The Magic Roundabout en 1965 qui a été diffusé pendant de nombreuses années sur la BBC. Le studio polonais Semaphore a produit des séries télévisées populaires avec des marionnettes animées dans des adaptations de Collargol, Barnaby the Bear au Royaume-Uni et Jérémie au Canada entre 1967 et 1974 et les Moomins entre 1977 et 1982. Dans les années 60 à 70, l'animateur indépendant Elliot Noyce Jr. a perfectionné sa technique d'animation en argile libre avec son film Clay, or The Origin of the Species, nommé aux Oscars en 1965. Noyce a notamment utilisé la stop motion pour animer du sable posé sur du verre pour son film d'animation musicale Sandman en 1975. Le réalisateur italien Francesco Miseri a créé les séries télévisées d'animation en argile Miao Miao entre 1970 et 2007, Il Rosso e il Blu, Le Rouge et le Bleu en 1976, et une série télévisée avec un canard en origami animé, Quad Kao, entre 1978 et 1979. Les artistes britanniques Brian Cosgrove et Mark Hall, Cosgrove Hall Film, ont produit 2 adaptations animées en stop-motion de la série de livres Noddy d'Edith Blyton, dans la série originale du même nom, entre 1975 et 1982, et Noddy's Toyland Adventure, entre 1992 et 2001. Un long métrage, Le vent dans les saules, de 1983, et plus tard une série télévisée de plusieurs saisons, tous deux basés sur le livre classique pour enfants du même titre de Kenneth Grahame. Ils ont également produit un documentaire sur leur technique de production, Making Frog and Toad. En 1975, le cinéaste et expérimentateur de l'animation en argile Will Vinton s'est associé au sculpteur Bob Gardiner pour créer un film expérimental intitulé Closed Monday, qui est devenu le premier film en stop-motion à remporter un Oscar. Will Vinton a ensuite réalisé plusieurs autres courts-métrages expérimentaux à succès, dont The Great Cognito, The Creation and Rip Van Winkle, qui ont tous été nominés aux Oscars. En 1977, Vinton réalise un documentaire sur ce processus et son style d'animation qu'il surnomme Claymation et il intitule ce documentaire Claymation, justement. Peu après ce documentaire, le terme a été déposé par Vinton pour différencier le travail de son équipe à celui d'autres personnes qui avaient fait ou commencé à faire de l'animation en argile. Si le mot est resté et souvent utilisé pour décrire l'animation en argile et le stop-motion, il reste une marque déposée appartenant actuellement à Leica Entertainment. 20 épisodes d'animation en pâte à modeler, mettant en scène le clown Monsieur Bill, ont été diffusés dans le cadre du Saturday Night Live à partir d'une première apparition en février 1976. Peu après la même époque, au Royaume-Uni, Peter Lord et David Sproxton ont créé Hartman Animation, qui a produit de nombreuses publicités, séries télévisées, courts-métrages et finalement longs-métrages. Voilà ces Gromit, par exemple, que vous connaissez tous. En 1976, ils ont créé le personnage de Morph, qui est apparu comme un acolyte animé du présentateur Tony Hart dans son animation Tech Art sur la BBC. Le présentateur de 5 pouces de haut a été fabriqué à partir de pâte à modeler britannique traditionnelle appelée plasticine. En 1977, il se lance dans une série de films d'animation, toujours en pâte à modeler, mais cette fois-ci destinée à un public plus adulte. La bande sonore de Down and Out est enregistrée dans un foyer de l'armée du salut et des marionnettes en pâte à modeler sont animées pour mettre en scène les dialogues. Un deuxième film, également pour la BBC, a suivi en 1978.
une série animée intitulée The Amazing Adventure of Morph a été diffusée en 1980. Ils ont également produit un clip évidemment remarquable pour Sledgehammer, une chanson de Peter Gabriel. L'animation de marionnettes enduite de sable a été utilisée dans le film The Sandcastle, récompensé par un Oscar en 1977, produit par l'animateur canado-néerlandais Co Oldman. Oldman était l'un des dizaines d'animateurs abrités par l'Office national du film du Canada, un organisme gouvernemental canadien chargé des arts cinématographiques qui a soutenu les animateurs pendant des décennies. Norman McLaren, l'un des pionniers du raffinement des multiples films en stop-motion sur la bannière de l'ONF, a fait appel à de nombreux autres animateurs pour créer leurs propres films sous contrôle créatif. Parmi les plus remarquables, citons le film d'animation sur écran d'épingle de Jacques Drouin, réalisé avec l'écran d'épingle original donné par Alexandre Alexeev et Claire Parker. Les cinéastes tchèques Lubomir Bernès et Vladimir Djiranek ont présenté leurs personnages de marionnettes animés Pat et Matt, deux voisins inventifs mais maladroits dans le court-métrage de 7 minutes Kurachi en 1976 et depuis 1979, plus de 100 épisodes ont été diffusés de manière irrégulière. Depuis 2014, de nouveaux épisodes ont été présentés dans des films d'ensemble sortis en salle. La série est devenue très populaire dans plusieurs pays, notamment aux Pays-Bas, le seul pays où les personnages sont vocalisés. L'un des principales équipes d'animation britanniques, John Hardwick et Bob Bura, ont été les principaux animateurs de nombreuses premières animations de télévision britanniques et sont célèbres pour leur travail sur la trilogie Trumptonshire. Disney a expérimenté plusieurs techniques d'animation en stop-motion en engageant l'animateur-réalisateur indépendant Mike Jittlov pour réaliser la première animation en stop-motion de jouets Mickey Mouse jamais produite, dans une courte séquence appelée Mouse Mania, faisant partie d'une émission de télévision spéciale Mickey 50 qui commémorait le 50e anniversaire de Mickey en 1978. Un an plus tard, Jittlov a de nouveau réalisé d'impressionnantes animations multitechniques en stop-motion pour une émission spéciale de Disney en 1979, destinée à prévoir la sortie du long-métrage The Black Hole, intitulé Major Effect. Le travail de Jittlov est la meilleure partie de cette émission spéciale. L'année suivante, Jittlov a mis ses séquences à la disposition des collectionneurs de films 16 mm sur la film d'un court-métrage intitulé The Wizard of Speed and Time, ainsi que 4 autres courts-métrages d'animation multitechnique dont la plupart sont finalement donné lieu à son propre long-métrage du même titre, démontrant efficacement toutes les techniques d'animation ainsi que la façon dont il les a produites. Le film est sorti en salle en 87 et en vidéo en 89. Les années 80. Dans les années 70 et 80, Industrial Light and Magic, créé par George Lucas pour le film Star Wars, a souvent utilisé l'animation de modèles en stop-motion dans des films tels que donc Star Wars, la séquence de l'Holo Chess dans la guerre des étoiles, vous savez, la partie d'échecs dans le Faucon Millennium, les Tautones et les marcheurs AT-AT dans l'Empire contre-attaque sont en stop-motion. Les deux derniers films utilisent le Go-Motion, une invention de Phil Tippett, un grand vétéran renommé des effets visuels dont je vous ai déjà parlé et je vous reparlerai très souvent.
et de nombreux plans, dont ceux des fantômes dans Les Aventuriers de l'Arche perdue et les 2 premiers longs métrages de la série Robocop, utilisent le Go-Motion de Tippett. Au Royaume-Uni, Hartman Animation poursuit sa croissance et Channel 4 a financé une nouvelle série de films d'animation en argile, Conversation Pieces, en utilisant des bandes sonores enregistrées de personnes réelles qui parlent. Une autre série, en 1986, intitulée Lip Sync, présente en premier mondial le travail de Richard Golowski, Barry Hearst et Nick Park, ainsi que d'autres films de Sproxton et Lord. Creature Comfort a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1990. En 1980, Marc-Paul Chinol réalise le premier long-métrage d'animation en argile basé sur la célèbre bande dessinée Pogo, intitulée I Go Pogo. Il a été diffusé à quelques reprises sur les chaînes câbles américaines, mais n'a pas encore fait l'objet d'une sortie commerciale, principalement en argile. Certains personnages ont eu besoin d'armatures et les cycles de marche ont utilisé des jambes pré-sculptées en dur. Le stop-motion a été utilisé pour certains plans de la séquence finale du premier film Terminator, sorti en 1984, ainsi que pour des scènes de petits vaisseaux extraterrestres du film Batteries Not Included de Spielberg en 1987, animé par David W. Allen. Et le travail d'Alien en stop-motion est également visible dans des longs métrages tels que The Crater Lake Monster en 1977, The Keywinkle Serpent en 1982, The Gate en 1987, Freaked en 1993. La publicité King Kong Volkswagen, réalisée par Allen dans les années 1970, est aujourd'hui légendaire parmi les amateurs d'animation de maquettes. En 1985, Will Wheaton et son équipe ont sorti un ambitieux long-métrage en stop-motion intitulé Les aventures de Mark Twain, basé sur la vie et les œuvres du célèbre jeune auteur américain. Si le film est peut-être un peu trop sophistiqué pour le jeune public de l'époque, il a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et des adultes en général. L'équipe de Wheaton a également créé les normes et le roi Nom pour le film Disney Return to Oz, pour lesquels ils ont reçu une nomination aux Academy Awards pour les effets visuels spéciaux. À la fin des années 80 et au début des années 90, Will Wheaton s'est également fait connaître pour son travail commercial avec des campagnes en stop-motion comme The California Resident and The Noid. Jerry Barta sortit son film fantastique primé The Pied Piper en 1986. De 1986 à 1991, Churchill Film a produit The Mouse on the Motorcycle, Runaway et Ralph S. Mouse pour la télévision ABC. Ces émissions, basées sur les livres de Beverly Cleary, mettent en scène des personnages en stop-motion combinés avec des actions réelles. John Clark Matthews était le directeur de l'animation avec Justin John, Joe Fletcher et Gail Van Meer pour l'animation des personnages. La société a également produit d'autres films basés sur des films pour enfants. De 1986 à 2000, plus de 150 épisodes de 5 minutes de Pingu, une comédie suisse pour enfants, ont été produits par Trick Film Studio. Et pour finir, Nick Park d'Hartman Animation a connu un grand succès avec son court-métrage d'argile en Creature Comfort en 1989, pour lesquels des animaux parlants donnaient des interviews en vox pop. Park a ensuite utilisé le même format pour produire une série de publicités entre 1990 et 1992. Ces publicités ont été créditées après avoir introduit une manière plus attentionnée de faire de la publicité au Royaume-Uni. Richard Golowski a ensuite réalisé 2 séries télévisées pour Creature Comfort de 13 épisodes et un spécial Noël. Toujours en 1989,
Park a présenté ses très peu populaires personnages d'argile dont j'ai parlé, Wallace et Gromit, dans A Grand Day Out. 3 autres courts-métrages et un long-métrage et de nombreuses adaptations télévisées et des spin-offs suivront. Parmi de nombreuses autres récompenses, Park a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation pour le long-métrage Wallace et Gromit, La malédiction du lapin-garou. Park a également travaillé sur le film Chicken Run, un autre film d'Anmar Animation. Depuis 2005, Robot Chicken utilise principalement l'animation en stop-motion en utilisation de figurines et autres jouets fabriqués sur mesure pour les personnages principaux. Depuis 2009, Laika, le successeur en stop-motion de Will Wheaton Studio, a sorti 5 longs-métrages qui ont rapporté collectivement plus de 400 millions de dollars. Et en 2019, la stop-motion prospère même dans le monde cinématographique dominé par les effets CGI, malgré les efforts que doivent fournir les animateurs. Et voilà donc l'histoire de la stop-motion. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode sur les effets spéciaux. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.